Cette délibération devait initialement passer sans présentation. Nous la présentons à la demande d'un conseiller municipal, en l'occurrence Pierre Cerne. Pourquoi elle passait sans présentation? C'est qu'en fait, c'est exactement le même contenu que la délibération que nous avons adoptée le 17 avril 2023, donc c'est-à-dire la convention signée à cette époque, portant sur ce partenariat entre la collectivité et l'établissement public foncier. La seule chose qui change aujourd'hui, c'est que la date de fin de convention était devant nous, au 31 décembre, et donc on va renouveler une nouvelle convention qui va nous engager jusqu'à 2029. Le reste des termes de la convention ne change pas, ni sur les enveloppes financières. Donc, pour répondre à une question très précise qui nous a été posée par notre collègue sur l'enveloppe de 70 millions dont il est question dans ce document, vous évoquez les 48 millions qui ont d'ores et déjà été engagés par l'établissement public foncier dans la question que vous vous posez. L'enveloppe reste à 70 millions, inclus les 48 qui ont d'ores et déjà été engagés par l'établissement public foncier d'Île-de-France. Par ailleurs, je voudrais quand même, pour les personnes qui, à cette heure tardive, nous regardent encore, préciser qu'on est en train de parler de l'un des différents outils mobilisés par la collectivité pour nous permettre de lutter efficacement, ou en tous les cas le plus efficacement possible, contre la spéculation immobilière que nous connaissons sur tous les territoires qui jouissent d'une attractivité forte. Et c'est le cas de notre ville. D'un certain point de vue, tant mieux. D'un point de vue, effectivement, des conditions de vie et du coût de la vie et du logement pour les habitants de Montreuil, notre objectif est de pouvoir encadrer. Et l'un des outils, l'outil d'ailleurs principal quand on discute avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier, c'est la lutte contre la spéculation du prix du foncier. Et en permettant à l'établissement public foncier de préempter à la valeur du bien, c'est-à-dire à la valeur vénale de ce bien, en faisant le portage, c'est-à-dire en permettant à des opérations de se réaliser parfois 5 ou 10 ans après ce portage et en revendant au prix auquel ça a été acquis. C'est un des outils, pas le seul, mais c'est un des outils qui nous permet d'essayer de contenir les logiques de spéculation. Et nous avons, puisque le partenariat avec l'établissement public foncier, la première convention, c'était 2010, donc une mandature où, pour la majorité municipale qui est ici, n'était pas aux responsabilités. C'est 2010 le début de cette convention et qui a été ensuite renouvelée régulièrement et qui a été, pour ce qui concerne notre majorité municipale, et par exemple lors de la délibération de 2023, d'étendre à l'ensemble du territoire de la ville la possibilité d'action de l'établissement public foncier. Pourquoi? Parce que des secteurs, par exemple le Haut-Montreuil avec l'arrivée du métro, du tram, des secteurs comme le secteur du Bas-Montreuil qui connaît une forte pression liée à l'envolée des prix, notamment sur Paris, c'est l'ensemble du territoire qui est aujourd'hui sous cette pression et qui nous permet d'utiliser ce levier, notamment de la maîtrise foncière. Vous avez posé un certain nombre de questions auxquelles je répondrai à nouveau, puisqu'un certain nombre d'éléments avaient déjà été apportés lors de la délibération de 2023. Sur la question notamment effectivement de l'article 5, vous avez raison sur le considérant sur le fait qu'il a été indiqué par hectare le nombre de logements produits. C'est effectivement une erreur, vous avez utilisé je crois une erreur de stylo, donc il faut bien se référer à l'article 5 de la Convention qui est en page 376 du document et qui est la rédaction exacte concernant la production de logements générés par ces préemptions. Vous pointez la question de la confidentialité indiquée dans la Convention. C'est une règle de l'établissement public foncier que de ne pas communiquer, en tout cas d'un point de vue public, les adresses qui sont préemptées pour des raisons simples de risque d'occupation illégale. Et donc, c'est une remarque, je sais, que vous avez déjà eu d'ailleurs l'occasion de faire remonter directement auprès des instances de l'établissement public foncier. Sur les occupations sans titre ou sur les occupations au sens général. Et ça me permet de rétablir 2-3 contre-vérités qui ont été dites tout à l'heure au début du Conseil, accusant le fait que nous ne mobiliserions pas nos moyens et les moyens de nos partenaires, notamment de l'EPFIF, pour répondre par exemple à des situations humanitaires et des situations d'urgence. C'est ne pas connaître la réalité de la ville et c'est ne pas connaître l'action engagée, puisque avec l'établissement public foncier, avec l'organisation Caracol, nous avons un partenariat sur une adresse dans le secteur non loin du tramway,
où nous accueillons des jeunes réfugiés dans le cadre de cette convention avec l'association Caracol et dans le cadre de la mise à disposition d'un bien de l'établissement public foncier. L'établissement public foncier a longtemps, malgré y compris les questions d'exposition de ses responsabilités, à accepter l'occupation qui s'est très mal terminée de la rue des Néfliers. Je vous rappelle que quand les gens se sont retrouvés sur le trottoir, personne n'est venu nous aider ou nous poser la question de la façon dont nous allions nous régler cette question-là. Pendant plusieurs années, ces familles ont été accueillies dans ce site de la rue des Néfliers, propriété de l'établissement public foncier, qui avait pourtant une autorisation de procéder à une évacuation et qui n'a pas mis en œuvre cette évacuation. Je voudrais aussi prendre l'exemple de locaux d'activités présentés dans le secteur République, où l'établissement public foncier loue à des prix dérisoires à des artistes plutôt en situation de précarité des locaux qui ont été préemptés. Donc voilà parmi tout un tas d'exemples ceux que je voudrais rétablir. Vous avez également pointé, pour y revenir, mais ça a déjà été dit et en commission technique et ça avait déjà été dit lors du précédent conseil municipal sur les différents secteurs d'intervention de l'établissement public foncier et les différents périmètres. Les abords des lignes de transport en commun dont il est question dans cette délibération, ligne 11 ou tramway T1. Si vous avez suivi l'actualité, si vous avez également suivi les marchés en tant que membre de la CAO, comme vous savez, nous avons, pour ce qui concerne Montreuil, une étude urbaine en cours aux abords du métro ligne 11 sur l'encadrement de l'évolution du secteur, parce qu'il y a des parcelles soit déjà en maîtrise publique via l'établissement public foncier, soit en cours de mutation et qui nous permettent de travailler avec les habitants sur la définition d'un projet urbain sur le secteur avec cette logique de maîtrise. Sur le tramway T1, là aussi où des emprises foncières ont été préemptées par l'établissement public foncier, Est Ensemble a mené une étude qui a été adoptée au Conseil de territoire sur l'aménagement aux abords du tramway T1. Donc c'est dans ce cadre-là que l'établissement public foncier intervient. Sur le secteur Stalingrad, ça a déjà été dit, un périmètre d'étude est aujourd'hui en phase opérationnelle sur l'étude d'encadrement du périmètre Stalingrad avec des emprises foncières, notamment d'anciennes entreprises qui ont déjà muté, donc qui ont été préemptées ou qui sont en cours de mutation où l'ensemble des propriétaires vendent. Et là aussi, cette étude qui est en cours, première réunion publique a eu lieu le 7 septembre dernier avec un certain nombre de collègues présents dans cette salle et va permettre de lever à terme le périmètre d'études et de gel pour avoir un périmètre opérationnel. Le quartier de Lannou, je veux bien en reparler, mais on en a déjà souvent parlé. Le secteur République, on a eu l'occasion de l'évoquer, c'est la rue de la République, avec tout un linéaire de type faubourien sur lesquels ces emprises sont soit déjà en maîtrise publique, soit font l'objet d'une forte pression de la part des promoteurs. Donc on vise la maîtrise publique, et c'est la même chose sur la place de la République, sur une parcelle, on va dire une dent creuse, c'est un ancien garage, pardon, je suis non, mais c'est pour répondre précisément aux questions qui nous ont été posées. Le secteur Montmousseau, c'est la maîtrise publique qui nous permet aujourd'hui d'engager les travaux de construction du foyer de desserrement, du site de desserrement du foyer Rochebrune. Et voilà, et donc ce sont ces différents périmètres sur lesquels on avait déjà eu l'occasion d'échanger. Dans les zones urbaines denses, les métropoles et plus particulièrement Paris et sa banlieue, le coût du foncier constitue aujourd'hui le frein principal à la réalisation de logements sociaux ou même accessibles simplement financièrement. Ce coût est aussi un frein pour maintenir des activités, en particulier les activités de petites industries, de l'artisanat, des commerces de proximité. Dans un contexte trop concurrentiel, seuls les ménages les plus fortunés, les entreprises les plus puissantes, les grandes surfaces commerciales peuvent accéder à des biens. Aussi, les villes qui portent une politique volontariste pour assurer la mixité de l'habitat et des emplois de qualité ne sont plus, paradoxalement, en capacité financière de mener une politique de maîtrise foncière en propre. Donc, acquérir et porter un foncier pour qu'il échappe à la spéculation, ça représente effectivement un coût important, et même les villes les plus riches aujourd'hui n'en ont absolument plus les moyens. Pour autant, donc, il ne s'agit pas d'acheter tout et n'importe quoi, il s'agit de maîtriser des biens, que ce soit soit par leur situation stratégique, soit parce qu'ils pourraient
constitués en les réunissant dans le temps un terrain de taille suffisante pour y mener un projet intéressant, permettront donc de construire un projet urbain cohérent. Un projet dans lequel il s'agit de définir ensemble une programmation variée en logement, mais également imaginer des équipements. La pertinence des interventions de l'EPF se comprend déjà au regard des réflexions qui sont menées par la ville Est Ensemble dans la définition de projets urbains. Et je pense en particulier à la réflexion lancée effectivement sur le devenir du quartier Stalingrad. Donc chacun voit ce quartier à la limite de Vincennes et Fontenay, traversé par l'axe départemental, voit petit à petit sa vocation de quartier d'activité avec de grandes surfaces de type hangar disparaître. Dans un secteur urbain dense, proche de la capitale, les propriétaires sont naturellement poussés à vouloir valoriser leurs biens par la réalisation d'immobilier résidentiel. L'intervention de l'EPF permet donc de maîtriser le foncier, d'assurer son portage dans le temps, de façon à laisser à notre collectivité le temps de définir un projet urbain cohérent, doté de toutes les ambitions environnementales et sociales nécessaires. Alors, il y a un autre secteur, comme effectivement la Convention porte sur toute la ville, on sait qu'il y a des questions stratégiques à plusieurs titres, mais il y a quand même un secteur sur lequel je souhaiterais attirer l'attention, c'est effectivement celui de la rue Montmousseau, qui a été évoqué. Donc cette rue, elle donne aussi sur l'une des entrées des murs à pêche, et elle est aussi occupée entre la rue de Rosny par des hangars divers, des entreprises qui ont cessé ou qui ont déménagé leur activité. Or, c'est quand même un quartier sur lequel on voit déjà trop d'opérations qui sont sans réelle cohérence, surtout architecturale, et qui se limitent à utiliser les droits à construire du PLUI. Donc l'un des tronçons du Grand Chemin longe la rue Montmousseau, la rue Pierre de Montreuil. Ainsi, il est, à mon sens, parfaitement cohérent de faire intervenir l'EPF sur cet îlot, à charge, donc pour notre collectivité, de finaliser une étude concertée avec les habitants pour définir un projet urbain précis. Un projet qui, nous le souhaitons, sera accompagné de prescriptions architecturales fortes. En 2010, il y a quand même... Alors, il y avait des gens de cette majorité en 2010, je rappelle. Juste, vous n'étiez pas tous dans l'opposition. Je dis ça comme ça. Et par ailleurs, il y avait une grosse différence, c'est qu'en 2010, l'établissement public foncier, il était gouverné par la gauche. Ce qui n'est évidemment plus le cas depuis la prise de la région par Valérie Pécresse, et ça a un peu changé quand même la donne sur le fonctionnement de l'EPFIF, et convention après convention, on a l'impression quand même qu'un certain nombre de choses s'aggravent, en tout cas dans la façon de faire de l'EPFIF, qui expulse de plus en plus. À chaque squat sur un terrain de l'EPFIF, ça commence par un dépôt de plainte, ils sont obligés pour se protéger comme propriétaires, mais ça expulse de plus en plus. EIF en est un exemple, mais il y en a d'autres. Et avant, il y avait des enquêtes sociales, il y avait des promesses de relogement systématiques quand il y avait des habitants. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis un certain temps, EPFIF expulse. Très souvent d'ailleurs, comme vous le faites souvent, vous dites ça, c'est pas nous, c'est l'EPFIF. Bon, cette convention montre que l'EPFIF et vous, c'est un peu pareil quand même. Et en tout cas, qu'il y a dans cette convention des possibilités en fait de faire des baux précaires ou des conventions d'occupation précaires. Contrairement à ce que vous avez dit, il y en a extrêmement peu. Et sur un certain nombre de cas, ça pourrait être des solutions, soit pour des squats existants, soit pour trouver des parcelles ou des immeubles qui pourraient accueillir temporairement au moins un certain nombre de précaires qui sont dans des squats pour éviter qu'ils soient expulsés. Donc non, ça n'est pas prévu comme ça. Par ailleurs, la Convention écrit noir sur blanc désormais que c'est une obligation des co-contractants, donc y compris de la ville, de tout faire pour expulser, pour virer les occupants sans titre. Ce qui fait de nous, donc, purement et simplement, les auxiliaires de ces politiques d'expulsion quasi systématiques maintenant. Il n'est même pas indiqué dedans les clauses, au moins sur enquête sociale, sur proposition de relogement, etc. Il n'y a aucune différence entre les gens qui sont de bonne foi, aucune différence pour les gens qui habitent sur place, contrairement éventuellement à ceux qui auraient des activités professionnelles. Donc, franchement, il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas de point financier. Il est écrit noir sur blanc, point financier,
inexistants. Bon, on parle quand même d'engagement de plusieurs dizaines de millions d'euros, parce que je rappelle que le portage qui est fait par les FIF, une des clauses qui fait tenir tout ça, une des clauses de la Convention, c'est que la ville s'engage à racheter les biens portés. Il y a une obligation de cession. Elle est indiquée noir sur blanc. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout racheter, mais sur toutes les opérations, c'est la ville qui rachète ou qui trouve les opérateurs pour racheter, mais en tout cas, ça n'est que du portage. Donc, il y a forcément des incidences financières et budgétaires sur les 5 années qui viennent. Il reste donc 22 millions à faire de portage, mais sur les 48 millions sur lesquels il y a déjà les opérations de l'EPFIF, quelle est la partie qui a déjà été cédée? Quelle est la partie qui reste à céder? D'ailleurs, je n'ai pas trouvé dans la Convention la clause qui fait que les biens non cédés à la fin de la Convention qui se termine le 31 décembre, quelle est la clause, quel est l'article ou la clause qui permet de les rebasculer en redonnant comme échéance 2029 et plus 2024. C'est pas clair dans la Convention. En tout cas, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas d'impact financier pour la ville à partir du moment où il y aura forcément des moments où on va reprendre des cessions d'un certain nombre de ces parcelles, ou en tout cas devoir payer une partie, etc. En tout cas, dire que ces 70 millions sont absolument neutres pour les finances de la ville, c'est un mensonge. Voilà. Par ailleurs, vous aurez beau répéter à chaque fois effectivement que oui, il y a des projets sur les deux zones de maîtrise foncière, place de la République et rue de la République. Vous ne répondez jamais à la question quel projet? Qu'est-ce qui est prévu là? Même, vous dites, on fera des études, depuis le temps maintenant. Vous devez avoir quand même une petite idée. Et idem sur Stalingrad, vous ne répondez jamais à ce qui est prévu comme mutation. Dernière chose, vous dites que l'hectare, là, sur l'erreur de plume, donc c'est bien la phrase sans le mot hectare qui doit prévaloir. Il faudrait le corriger quand même dans la délibération, sachant que vous avez dit que ça valait pour les logements, mais vous n'avez pas dit pour l'activité commerciale. On est bien d'accord que les 33 000 m² d'activité commerciale, c'est pareil, c'est pas à l'hectare. Hein. Vous avez dit que pour le logement, donc je préfère m'en assurer. Sur le secteur Montmousseau, donc à la fois convention d'intervention qui avait été étendue sur ce périmètre, des préemptions qui ont déjà eu lieu, dont une partie permet aujourd'hui de travailler et de mettre en œuvre, puisque le permis a été accordé, le desserrement du foyer Rochebrune, et en parallèle avait été réalisé suite à la révision puis à la modification du plan local d'urbanisme, et sur la base de la mobilisation d'ailleurs de riverains du bas de la rue Montmousseau et du secteur de la rue de Rosny, ce qu'on appelle une orientation d'aménagement programmée, une OAP spécifique sur l'ensemble de l'îlot Montmousseau. Donc on aura l'occasion éventuellement de le représenter, mais ce document effectivement existe. Pour le reste, je voudrais juste rétablir une chose, c'est qu'il n'y a pas eu d'expulsion de EIF, puisqu'en fait c'était la fin des baux qui avait été informée, donc l'ensemble de ceux qui le souhaitaient d'ailleurs ont été relogés, je pense notamment à l'entreprise de l'économie sociale et solidaire sur le bois, relogé dans un site de l'établissement public foncier sur une ville voisine. Et je le redis, sur le secteur, pour la question des expulsions, sur le secteur Néflier, la maison des Néfliers, propriété de l'établissement public foncier, alors qu'un jugement accordait la possibilité de procéder à l'expulsion des familles des Néfliers, les PFIF, à notre demande d'ailleurs, n'avaient pas procédé à la demande d'expulsion, et nous savons tous comment la situation s'est terminée. Sur le point financier, vous avez raison de m'interpeller, puisque je n'avais pas répondu à votre question sur le sujet, mais je vous redis, vous faites une erreur, monsieur Cerne, depuis 2014 en tous les cas, et c'était le cas déjà avant, aucun bien préempté par l'établissement public foncier n'a fait l'objet d'une acquisition d'une manière ou d'une autre par la ville, donc il y a zéro dépense. Je voudrais prendre un exemple le plus marquant que vous avez évoqué, EIF, alors qu'en règle générale, il y a une coutume chez l'EPF, c'est d'essayer de ne pas porter les biens trop longtemps, puisqu'il faut que les choses tournent. EIF, ça fait 14 ans que le site est porté
par l'établissement public foncier. Et vous voyez bien que pour l'ensemble des sites, la seule chose qui change, par exemple, sur celui-ci, c'est que si une opération doit être réalisée, par exemple, d'un équipement public de compétences d'Est Ensemble, ça donne la possibilité à Est Ensemble d'acquérir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, dans le cadre de cette convention, de biens qui ont généré quelques mouvements financiers avec les PFIF. Très sincèrement, ces explications ne sont pas convaincantes. C'est presque encore pire. Hein. Ça veut dire que si sur les 48 millions, il n'y a rien qui a été cédé pour l'instant, ça veut dire que c'est une convention entre la ville et l'EPF, et la ville doit même théoriquement acquérir au moins une partie. En tout cas, c'est un outil pour la ville aussi. Il n'y a rien qui le dit, en tout cas, dans cette convention. Et donc, au minimum, c'est un risque. C'est un risque. Et donc, il y a des incidences financières. Par ailleurs, la dernière chose, quand même, vous ne répondez pas aux questions. Et puis, c'est pas parce qu'une fois vous avez demandé à l'EPFIF de faire un bail précaire ou une convention d'occupation précaire que ça efface toutes les autres fois où, justement, vous ne l'avez pas demandé. Ce qui prouve bien que vous pouvez obtenir quelque chose et éviter des expulsions quand vous voulez. Alors, nous passons au vote contre. Abstention, 2 abstentions, proposition adoptée. Merci beaucoup. Nous passons à présent aux délibérations avec présentation simplifiée.